Bonjour à tous. Alors déjà, je m'excuse par avance que je suis un peu grippé, donc je vais devoir couper mon micro de temps en temps pour tousser un petit peu. Je m'en excuse. Donc moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé à Paris et j'accompagne mes clients, dont un certain nombre d'expatriés, sur les sujets organisation du patrimoine, choix des enveloppes de placement et surtout établissement des allocations au sein des enveloppes. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir une assurance vie, un contrat de capitalisation, mais après se pose la question de qu'est-ce qu'on met à l'intérieur pour que ce soit performant, que le capital continue de croître, qui génère des revenus complémentaires éventuellement. Donc moi, mon métier, il est vraiment à deux niveaux, la structuration du patrimoine en partenariat avec des avocats fiscalistes quand c'est nécessaire et l'aspect conseil en investissement, voir qu'est-ce qu'on choisit effectivement comme placement pour rendre efficace la stratégie adoptée. Donc l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est surtout de parler des enveloppes de placement accessibles, notamment refaire un point rapide sur l'assurance vie qui est l'enveloppe la plus connue, mais surtout parler du contrat de capitalisation qui présente un certain nombre d'avantages et qui est un peu moins utilisé que que l'assurance vie, alors que c'est un levier intéressant dans certains cas. Donc voilà, identifier les enveloppes à privilégier dans votre situation, voir les impacts fiscaux du choix de ces enveloppes et voir comment combiner les différents outils qui s'offrent à nous pour optimiser le développement de votre capital. Alors, quand on s'expatrie, en fait, une expatriation, ça change complètement la donne patrimoniale parce qu'il y a des nouveaux facteurs qui interviennent. Quand on s'expatrie, on va changer de résidence fiscale, donc on va être concerné souvent par deux fiscalités. La fiscalité du pays dans lequel on s'installe, et si on conserve des biens, des placements en France, et bien aussi la fiscalité française, puisque la France ne vous oublie jamais. Elle ne vous oublie jamais de différentes manières. D'abord, vous continuez d'avoir un prélèvement à la source sur les placements que vous avez en France quand vous faites des retraits, que vous matérialisez des gains. Quand on a des placements en France, on est soumis éventuellement à la loi qui s'appelle la loi Sapin 2, qui permet à l'État français de bloquer les retraits sur certains contrats en cas de crise systémique. Elle n'a encore jamais été activée, mais c'est quelque chose qui peut être activé. On continue d'être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui et demain, s'il est décidé une taxe sur le capital, eh bien, les placements qui resteraient en France seraient concernés par cette taxe. Et enfin, même si on part dans un pays comme le Portugal dans lequel il n'y a aucun droit de succession, la France continue de taxer au droit de succession. Si vos héritiers sont en France, ils seront taxés sur l'ensemble de vos biens mondiaux, comme si vous étiez finalement jamais, comme si vous n'aviez finalement jamais quitté la France. Et où que soient vos héritiers, ils seront imposés au droit de succession sur les biens et les placements que vous conservez en France. Donc partir dans un pays où il n'y a pas de droit de succession n'exonère pas de mettre en place une stratégie de transmission si vous avez des héritiers qui sont susceptibles d'être en France au moment de votre décès ou si vous conservez des biens en France. Donc on a des problématiques de transmission internationale. Et enfin, on a un besoin de mobilité internationale des actifs qu'on a. Donc généralement, ce qu'on conseille, c'est pas de souscrire des placements au Portugal, mais plutôt de privilégier les placements luxembourgeois. Donc on va essayer de délocaliser ces placements de la France vers le Luxembourg. Pourquoi le Luxembourg plutôt que le Portugal? Parce que le Luxembourg, c'est la place financière en Europe qui offre la plus grande sécurité juridique sur les placements, d'une part. Ensuite, ce pays offre une neutralité fiscale. Ça veut dire que le Luxembourg en tant que tel ne va pas appliquer d'impôts sur vos contrats ni sur vos gains. La seule fiscalité que vous avez quand vous avez des placements au Luxembourg, c'est celle de votre pays de résidence. Donc, un Français qui ouvre un contrat luxembourgeois, il a la fiscalité française comme s'il avait des placements français. Demain, vous partez au Portugal ou vous êtes au Portugal, vous ouvrez des placements luxembourgeois, vous avez la fiscalité portugaise uniquement. Si vous changez de pays, vous êtes à chaque fois concerné par une seule fiscalité. Alors quand on a des contrats d'assurance vie ou contrats de capitalisation en France, eh bien, quel que soit le pays dans lequel vous allez partir, la France continue d'appliquer un prélèvement à la source. Donc encore une fois, il y a deux fiscalités. Et enfin, le Luxembourg offre des possibilités de placement très très larges au sein des enveloppes, beaucoup plus larges que ce qu'on peut avoir sur les contrats français ou contrats portugais. Donc en termes de sécurité, en termes de neutralité fiscale et en termes de stratégie qu'on peut mettre en place à l'intérieur des enveloppes, il n'y a pas de meilleure place en Europe que le Luxembourg pour ça.
Donc, au Luxembourg, on peut ouvrir deux types d'enveloppes de placement. Soit une assurance vie, soit un contrat de capitalisation, soit les deux. Donc, l'idée, c'est que c'est des enveloppes qui sont un peu cousines. Il y a des différences importantes, mais il y a aussi des points communs entre les deux enveloppes qui font corps. Donc, je vais commencer par vous expliquer les points communs en fait entre l'assurance vie et le contrat de capitalisation. L'idée, c'est que dans chacune de ces enveloppes, on garde une liquidité de l'argent qu'on place. Ça veut dire que quand on place de l'argent en assurance vie, quand on place de l'argent sur un contrat de capitalisation, on peut faire des retraits quand on le souhaite. Il n'y a pas de durée de blocage. Je peux verser une somme aujourd'hui, retirer tout ou partie dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 ans. On peut aussi bénéficier, donc on peut retirer de l'argent. On peut aussi bénéficier ce qu'on appelle d'avance. Donc, en fait, c'est des formes de crédit lombard. En gros, c'est-à-dire que si on a 100 000 euros placés et qu'on a besoin de retirer 10 000 euros, bah, plutôt que de retirer 10 000 euros sur son capital, on va demander à l'assureur de nous prêter cette somme. En contrepartie, il va prendre en garantie le contrat qu'on a. Au sein de ces deux enveloppes, on a la même flexibilité de gestion. Donc sur ce qu'on peut mettre en place à l'intérieur en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on va mettre en termes de fonds actions, de fonds obligations, de titres qu'on peut détenir en direct, de fonds de private equity, on peut faire exactement la même chose. L'avantage de ces enveloppes pour quelqu'un qui s'expatrie au Portugal, c'est que il y a une fiscalité très favorable sur les gains après 8 ans. C'est vrai en France, mais c'est encore plus vrai au Portugal. Donc, je vais vous donner un exemple après pour expliquer cette mécanique, mais l'idée c'est que quand on place un capital, il fructifie et il n'y a aucune imposition sur les gains tant qu'on ne fait pas de retrait. Donc ça permet d'avoir un effet boule de neige, un effet capitalisation beaucoup plus fort que si on est sur des comptes titres ou sur des livrets, parce que sur des comptes titres ou des livrets, on a potentiellement un impôt à chaque fois qu'on fait un achat-vente ou tous les ans si on touche des intérêts, alors que sur des contrats de capitalisation assurance-vie, il n'y a aucun impôt. Et il y a quelqu'un qui a parlé? Je sais pas. Non, il y a aucun impôt. Et puis, quand on fait un retrait, on est imposé uniquement sur la part de plus-value qu'il y a dans ce retrait. Donc, on n'est jamais imposé sur le capital qu'on verse, on est imposé uniquement sur les gains. Et cet impôt sur les gains, il est dégressif avec le temps. Au Portugal, après 8 ans, on a un impôt de 11,2% sur les gains, ce qui est très faible, puisque pour rappel, en France, la flat tax, elle est un peu plus de 31% aujourd'hui. Au Portugal, quand on n'est pas dans ces enveloppes, on est imposé à 28% sur les intérêts sur les plus-values. Là, on est donc à un taux très compétitif de 11,2%. Donc, pour prendre un exemple concret pour illustrer ça, je prends l'exemple de quelqu'un qui place 500 000 euros sur un contrat, donc assurance vie ou capitalisation, c'est la même chose. Ces 500 000 euros, ils sont placés pendant 8 ans, et dans 8 ans, ils valent 795 000 euros. Donc on a eu une plus-value intéressante. Et puis la personne, elle a besoin de faire un retrait sur ce contrat, elle décide de retirer 10 000 euros. Eh bien, la manière dans laquelle est calculé l'impôt sur la plus-value, on va considérer que en fait, sur ce contrat, euh, euh, sur la valeur, sur les 795 000 euros, il y a à peu près 60% du contrat, de la valeur du contrat qui représente du capital versé initialement et à peu près 40% qui sont les gains. Donc quand on retire 10 000 euros, on va considérer que dans ces 10 000 euros, il y a 3 700 euros de gains qui vont être imposés à un taux de 11,2%. Ça veut dire que pour un retrait de 10 000 euros, je vais avoir un impôt de 400 euros, ce qui représente un frottement fiscal de 4%. C'est pas la peine de retenir le détail du calcul, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans mon exemple, je place 500 000 euros, ça devient quasiment 800 000. Dans 8 ans, je fais des retraits pour mon train de vie. Eh bien, l'imposition que j'ai sur mes plus-values dans ces retraits, le frottement fiscal est de l'ordre de 4%, là où il serait de 28% au Portugal ou de 30% en France. Donc c'est imbattable en termes de fiscalité sur les revenus complémentaires. Ensuite, voilà pour les points communs. Ensuite, il y a des différences importantes entre ces deux enveloppes. Elles ne vont pas correspondre tout à fait aux mêmes stratégies. La différence, déjà, c'est dans la nature des contrats. Donc, quand on souscrit une assurance vie, comme son nom l'indique, c'est une assurance sur la vie. Donc, en fait, on désigne un bénéficiaire ou des bénéficiaires pour que, en cas de décès, les sommes qu'on place soient transmises à ces bénéficiaires. Donc, c'est une assurance sur la vie du souscripteur.
Le contrat de capitalisation, il est également souscrit avec un assureur, mais c'est un vrai produit d'épargne intégré au patrimoine. Et à votre décès, il va être transmis tel quel aux héritiers. Donc, il va rentrer dans les droits de succession. Et il va continuer à vivre entre les mains de l'héritier ou des héritiers en conservant son antériorité fiscale. Et c'est vos héritiers qui pourront faire des retraits ou des versements. Mais l'idée, c'est que l'assurance vie à votre décès, c'est un placement qui s'arrête. Le capital est transmis aux bénéficiaires que vous avez désignés. Si vos héritiers sont en France, eh bien c'est très avantageux parce qu'il y a des avantages successoraux importants. Sur le contrat de capitalisation, à votre décès, le contrat ne s'arrête pas. Il rentre dans votre succession. Vos héritiers en héritent. Ils ont la main dessus. Mais le contrat continue de vivre après votre décès. Donc ça, c'est les différences fondamentales en termes de structure. Ensuite, ce qui va changer, c'est l'impact fiscal de ça. Donc, Donc là, en fait, tous les exemples que je vais prendre maintenant, ça correspond au cas où vous êtes résident fiscal portugais, mais où vos héritiers sont résidents fiscaux français. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il n'y a pas de droit de succession en France qu'il n'y a pas de taxation au Portugal. Donc, tant que vous êtes vivant, finalement, ces enveloppes, elles ont l'avantage de vous fournir une fiscalité très intéressante sur les revenus complémentaires que vous pourriez en tirer en faisant des retraits. À votre décès, ces enveloppes, elles vont avoir ou pas un avantage en matière de transmission. Donc d'abord, si on regarde le cas de l'assurance vie, ce qui se passe avec l'assurance vie, c'est que quand on a des héritiers en France, bien, le capital qu'on transmet, déjà, il est exonéré, il est transmis hors succession, donc il ne rentre pas dans le barème des droits de succession classiques qui peut monter jusqu'à 45% en France. Les premiers 152 000 euros qu'on transmet par bénéficiaire, donc si on a trois enfants, c'est trois fois 152 000 euros. Les premiers 152 000 euros sont exonérés d'impôts. Ensuite, on est imposé à 20% jusqu'à 852 000 euros de capital transmis par bénéficiaire. 20%, c'est moins que si vous étiez au droit de succession classique. Et au-delà de ça, si on a un patrimoine important, si on transmet plusieurs millions par bénéficiaire, eh bien on est imposé à 31,25% et jamais plus. Encore une fois, là où les droits de succession en France peuvent monter à 45%. Ça, c'est vrai pour les souscripteurs qui font des versements avant 70 ans. C'est une règle un peu différente après 70 ans, mais je ne vais pas m'attarder dessus. C'est un peu moins avantageux. À l'inverse, le contrat de capitalisation, comme je disais, quand on décède, il rentre dans la succession, il est imposé aux droits de succession, donc qui peuvent aller jusqu'à 45%, et il continue d'exister entre les mains des héritiers en conservant leur antériorité fiscale. C'est-à-dire que un an après votre décès, vos héritiers peuvent faire des retraits comme si le contrat avait plus de 8 ans, donc eux aussi bénéficient d'une fiscalité favorable sur les revenus complémentaires. Et on dit que la transmission purge la plus-value. C'est un peu complexe, mais ça veut dire que, en gros, tous les gains qu'il y a eu avant la transmission sont effacés et les héritiers ne seront imposés que sur les nouveaux gains qui seront calculés sur la base du capital dont ils héritent. Donc comme ça peut paraître un peu moins intéressant que l'assurance vie au regard de la transmission, mais ça permet de transmettre à ses héritiers quelque chose qui a une fiscalité favorable sur les gains. On peut mettre en place des stratégies pour optimiser aussi la transmission du contrat de capitalisation. C'est ce qu'on appelle des stratégies de démembrement et c'est très efficace. Donc, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est, et ensuite on va prendre un exemple concret pour voir l'impact de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du démembrement de propriété. Souvent, c'est quelque chose qu'on fait sur les biens immobiliers. Et l'idée, c'est que si on prend l'exemple d'un immeuble, ben, l'immeuble, quand on en est propriétaire, on dit qu'on est plein propriétaire, mais cette propriété, elle peut se diviser en deux droits distincts. Un premier droit qui est l'usufruit, qui est finalement le droit de l'habiter ou de toucher les loyers du bien, et un deuxième droit qui est la nue propriété, qui est, on va dire, la propriété complète des murs, et ces droits peuvent se séparer. Le principe, c'est qu'on peut donner la nue propriété d'un bien à ses enfants, euh, avoir une fiscalité, avoir des droits de donation qui sont calculés sur la transmission de cette nue propriété seule et donc qui sont relativement faibles,
continuer d'utiliser le bien de son vivant. Et puis, quand on décède, eh bien, celui à qui on a donné la nue propriété hérite en totalité du bien, peut en disposer quand il le souhaite, et il n'y a aucun impôt au moment du décès. Donc, en fait, les seuls impôts qu'on donne pour transmettre en bien un démembrement, c'est les droits de donation au moment où on le donne. Donc, pour prendre un exemple concret, je vais vous prendre voilà, un exemple simple. On a un père qui a 55 ans qui va, on va dire qu'il va devenir résident fiscal portugais s'il ne l'est pas déjà, et il a une fille qui habite en France. Il ouvre un contrat de capitalisation pour 300 000 euros. Ce contrat, il fructifie, et puis il meurt 20 ans plus tard, il meurt à 75 ans, 20 ans plus tard, et 20 ans plus tard, ce contrat, il vaut 650 000 euros. Bon, enfin, bref, non, je vais reprendre depuis le début parce que j'ai déjà. Donc, le père ouvre un contrat de 300, qui vaut 300 000 euros. Donc, il place 300 000 euros et il décide de faire une donation en démembrement à sa fille. Donc, il donne la nue propriété de ce contrat à sa fille. L'impact de ça, c'est qu'il va payer des droits de donation de 8 200 euros pour donner la nue propriété du contrat à sa fille. Pour sa fille, ça change rien. Elle a aucun droit concret sur ce contrat. Lui, tant qu'il est vivant, il continue d'en bénéficier, il continue de pouvoir faire des retraits s'il le souhaite, il continue d'en percevoir les intérêts. La seule chose, c'est qu'il a anticipé sa transmission. Et il a payé 8 200 euros de droits de donation. 20 ans plus tard, à 75 ans, il décède. Dans 20 ans, le contrat a pris de la valeur, il vaut 650 000 euros. Eh bien, sa fille hérite, enfin, sa fille devient utilisatrice du contrat comme elle le souhaite, donc elle hérite de 650 000 euros sans avoir à payer de droits de succession complémentaires. Donc concrètement, il a transmis 650 000 euros à sa fille pour un coût de 8 200 euros, ce qui représente un frottement fiscal de l'ordre de 1% qui est très très faible. Si, au lieu d'ouvrir un contrat de capitalisation, il avait placé cette somme sur un contrat d'assurance vie, donc même raisonnement, il place de l'argent sur un contrat d'assurance vie, il place 300 000 euros, ça devient 650 000 euros, il décède. À son décès, le contrat arrête d'exister. Sa fille hérite des 650 000 euros, mais sur ces 650 000 euros, elle aurait dû payer environ 100 000 euros de droits de succession, ce qui représente un frottement fiscal de 15%. Donc là, on aurait pu croire que l'assurance vie est plus avantageuse en termes de transmission. Bah là, sur cet exemple, on voit que dans un cas, contrat de capitalisation avec une donation en démembrement anticipé, on paye quasiment rien pour transmettre le capital, alors que via une assurance vie, on paye quasiment 100 000 euros pour transmettre le même capital. Dernier point sur le contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation, c'est l'outil idéal pour placer de la trésorerie d'entreprise. Donc, quand on a une société à l'impôt sur les sociétés, que ce soit une société opérationnelle ou que ce soit une holding patrimoniale, eh bien, le contrat de capitalisation, c'est l'assurance vie de la société. Ça permet de faire des choses plus performantes et moins contraignantes que les comptes à terme, par exemple, où sur un compte à terme, ben, on a un rendement qui est très faible et puis on a l'argent qui est bloqué sur un an, sur 2 ans. Là, sur un contrat de capitalisation, les sommes ne sont pas bloquées, elles restent disponibles. À l'intérieur, on peut faire des placements qu'on veut, comme si on était un particulier. Donc, sur des profils prudents, on peut aller chercher du 3%, on va dire, sur des profils très prudents, là où sur les comptes à terme, on est à 1%. Sur des profils plus dynamiques, bah, on peut investir en actions, en private equity, si on a de la trésorerie stable. De la même manière que l'assurance vie, il n'y a aucun impôt sur l'enveloppe tant qu'on ne fait pas de retrait. Il y a une petite taxe annuelle forfaitaire, mais qui est assez faible. Donc pour les sociétés, le contrat de capitalisation, c'est l'outil idéal pour placer de la trésorerie. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur ces différentes enveloppes. En conclusion, l'idée, c'est que quand on s'expatrie, ben, ça modifie la donne patrimoniale. Il faut mettre en place une stratégie adaptée. Cette stratégie, elle va souvent s'articuler en se disant, je liquide mon patrimoine en France pour pas garder de lien avec la France, pour que la France ait la moins possible la main sur moi. Généralement, on ouvre des placements au Portugal pour la sécurité, pour la flexibilité de gestion et pour l'aspect transparence fiscale. Ce qu'on ouvre souvent, c'est contrat d'assurance vie et contrat de capitalisation. C'est deux outils en fait qui sont complémentaires. Donc souvent, on va ouvrir une assurance vie et puis pour des patrimoines importants, quand on dépasse les 152 000 euros par bénéficiaire, on va ouvrir un contrat de capitalisation en mettant des stratégies en place, des stratégies de donation anticipée.
On peut avoir des cas où on vend des immeubles déjà démembrés, où on peut reverser les capitaux sur des contrats de capitalisation. Et puis, pour de la trésor d'entreprise, bah, le contrat de capitalisation, c'est l'enveloppe idéale. Et pour conclure, il y a deux niveaux de réflexion dans la construction d'un patrimoine. Il y a le choix des enveloppes, d'une part, et ensuite, je redis bien, il y a ce qu'on met à l'intérieur. Et c'est là où on peut avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à des gestions pilotées que vous pouvez avoir par des banques privées qui le regardent modérément, ou carrément par des gestions pilotées de contrats en ligne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, et je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez.